Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Gordon Howe, dit Gordie Howe. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Gordie Howe naît à Floral, une petite bourgade de la Saskatchewan, au Canada. Sixième enfant de Catherine Schulz et Albert Howe, il voit le jour au sein d'une famille modeste. Peu après sa naissance, soit 9 jours plus tard, les Howe s'installent à Saskatoon, où son père décroche un emploi municipal payé 40 cents de l'heure. La famille s'agrandit encore avec 3 autres enfants, dont Victor Stanley Howe, futur joueur de hockey professionnel. Les maigres revenus du père obligent Catherine Howe à faire preuve de créativité pour nourrir sa tribu de 9 enfants. En raison d'une alimentation restreinte, Gordon souffre dès l'âge de 5 ans d'un déficit en calcium. Pour y remédier, il est contraint de prendre des suppléments vitaminiques et commence un entraînement physique destiné à fortifier ses muscles et ses os. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il passe ses moments libres sur les surfaces glacées des environs. Sa première paire de patins lui est offerte de manière fortuite. Une femme de passage vend à sa famille une vieille paire pour $2. Cette modeste acquisition allume en lui une passion grandissante pour le hockey. À 8 ans, il intègre l'équipe de hockey de son école secondaire et partage son temps entre sa passion sportive et les tâches qu'il accomplit avec son père. En 1943, alors qu'il n'a que 15 ans, les Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey l'invitent à leur camp d'entraînement à Winnipeg. Malheureusement, l'expérience tourne court. Mal préparé et souffrant du mal du pays, il retourne rapidement chez lui. L'année suivante, il rejoint les Lions de Saskatoon, dans la ligue junior locale, participant même à la prestigieuse Coupe Memorial en 1945. Après cette saison, Gordie se rend à un autre camp d'entraînement, cette fois avec les Red Wings de Détroit. Il y rencontre Jack Adams, président de l'équipe qui lui promet un blouson à l'effigie des Red Wings. Trop jeune pour évoluer en ligue professionnelle, Gordie rejoint les Red Wings de Galt, dans l'association de hockey de l'Ontario, mais ne dispute que des matchs hors concours. Le 1er novembre 1945, il signe finalement son premier contrat avec les Knights d'Omaha, une équipe affiliée aux Red Wings, malgré sa réticence initiale, Adams n'ayant pas tenu sa promesse du fameux blouson. Lors de la saison 1945-1946, Gordie récolte 48 points en 51 matchs de saison régulière, contribuant à la deuxième place des Knights au classement. En 1945-1947, à seulement 18 ans, Gordie débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit. Son premier match disputé le 16 octobre contre les Maple Leafs de Toronto est mémorable. Il marque un but et se bat à 2 reprises. Malgré ce début prometteur, sa première saison reste modeste avec un total de 7 buts et 15 assistances en 51 matchs. Cependant, Gordie, grâce à son gabarit imposant, s'impose rapidement comme un joueur redoutable. Lors de son premier match contre les Canadiens de Montréal, il fait face à la légende Maurice Richard qui tente de le provoquer. La réponse de Gordie est cinglante. Un seul coup de poing met le célèbre joueur des Canadiens au sol. Aligné aux côtés de Sid Abel et Ted Lindsay, 2 futurs membres du temple de la renommée du hockey, Gordie forme ce qui deviendra la célèbre Production Line. Cette année-là, les Red Wings se qualifient de justesse pour les séries éliminatoires, mais sont éliminés dès la première ronde par Toronto en 5 matchs. La saison suivante, Gordie progresse et double son total de points, jouant toujours avec Abel et Lindsay. Les Red Wings terminent 2e en saison régulière et franchissent la première ronde des séries en battant des Rangers de New York. Cependant, en finale de la Coupe Stanley, ils sont balayés en 4 matchs par les Maple Leafs. Gordie participe également au match des étoiles de 1948, où il est sélectionné pour représenter les meilleurs joueurs de la ligue face aux Maple Leafs, champions en titre. Durant ce match, il reçoit une pénalité de match après une bagarre avec Gus Mordston, un défenseur de Toronto. Lors de la saison 48-49, Gordie continue d'impressionner avec 37 points en 40 matchs. Pendant ce temps, Abel et Lindsay se classent respectivement 3e et 4e au classement des meilleurs pointeurs. Les Red Wings dominent la saison régulière, mais s'inclinent à nouveau en finale de la Coupe Stanley, face aux Maple Leafs, cette fois encore en 4 rencontres. À l'issue de cette saison, Gordie est sélectionné pour la première fois dans la seconde équipe d'étoiles de la LNH, débutant une série impressionnante de sélections dans les équipes d'étoiles, qui ne sera interrompue que 2 fois avant sa première retraite.
La production line atteint de nouveaux sommets en 1949-1950, ses 3 membres se classant aux 3 premières places des pointeurs en saison régulière. Lindsay en tête avec 78 points, suivi de Abel avec 69 points et Gordy avec 68. Lors des séries éliminatoires, les Red Wings affrontent à nouveau les Maple Leafs en demi-finale. Mais lors du premier match, le 28 mars 1950, Gordy subit une grave blessure en tentant une mise en échec sur Ted Kennedy, qui esquive le coup. Gordy percute violemment la bande, tête la première, perd connaissance et doit être évacué. Il manque le reste des séries, mais ses coéquipiers remportent la Coupe Stanley en éliminant successivement les Maple Leafs et les Rangers, chaque fois en 7 matchs. Bien qu'il ne participe pas à la finale, Gordy est présent à l'Olympia Stadium de Détroit pour célébrer le titre avec son équipe. Il est officiellement considéré comme membre de l'équipe championne de la Coupe Stanley, marquant la première consécration de sa carrière légendaire. De retour au jeu pour la saison 1950-1951, Gordy ne tarde pas à marquer l'histoire. Le 17 mars 1951, il inscrit un coup du chapeau et une passe décisive lors d'une victoire écrasante 8-2 contre les Blackhawks de Chicago. Ce match lui permet de dépasser le record des 82 points en une saison, détenu jusqu'à là par Herb Kane. 2 jours auparavant, les Red Wings établissaient un nouveau record de 39 victoires en une saison. Gordy termine cette campagne avec un impressionnant total de 86 points, décrochant ainsi son premier trophée Art Ross en tant que meilleur pointeur de la ligue, le début d'une série de 4 victoires consécutives. Malgré leur première place en saison régulière, les Red Wings sont éliminés dès les premiers tours des séries par les Canadiens de Montréal. La saison 1951-1952 voit l'arrivée d'un jeune talent, Alexander Delvecchio, qui renforce l'effectif. Avec Gordy toujours au sommet, l'équipe termine à nouveau première de la LNH. Gordy conserve son titre de meilleur pointeur avec 86 points et remporte également son premier trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue. Le gardien Terry Sawchuk brille également, recevant le trophée Vezina pour ses performances exceptionnelles. En série éliminatoire, les Red Wings confirment leur domination en balayant leurs adversaires successifs en 4 matchs pour s'emparer de la Coupe Stanley. La dynamique se poursuit en 1952-1953, malgré le départ de Sid Abel pour les Blackhawks de Chicago. Delvecchio prend sa place aux côtés de Gordy et Lindsay sur la production line. Lors d'une victoire 7-1 contre les Rangers le 5 mars, Gordy réalise 2 buts et 3 passes, battant ainsi son propre record de points en une saison. 3 jours plus tard, Détroit assure son 5e titre consécutif de champion de la saison régulière, un exploit inédit dans l'histoire de la ligue. Gordy termine la saison avec 95 points, établissant un nouveau record pour la LNH. Il reste le meilleur pointeur de la ligue, tandis que Lindsay et Delvecchio se classent respectivement 2e et 5e. Cependant, malgré cette puissance offensive, les Red Wings s'inclinent en 6 matchs face aux Bruins de Boston, dès le premier tour des séries. En 1953-1954, Gordy continue d'écrire sa légende, en terminant une nouvelle fois meilleur pointeur avec 81 points, devançant Maurice Richard par 14 unités. Les Red Wings décrochent leur 6e titre consécutif de champion de la saison régulière. Gordy remporte le trophée Art Ross, Sawchuk conserve le Vezina et Leonard Red Kelly devient le premier récipiendaire du trophée James Norris, récompensant le meilleur défenseur. En série éliminatoire, Détroit élimine Toronto en 5 matchs avant de triompher face aux Canadiens de Montréal en 7 rencontres lors de la finale. Le dernier match se décide en prolongation où Tony Leswick inscrit le but décisif pour offrir une nouvelle Coupe Stanley aux Red Wings. La saison 1954-1955 marque une nouvelle réussite pour les Red Wings, qui terminent premier du classement, devançant les Canadiens de Montréal de seulement 2 points. La suspension de Maurice Richard suite à une bagarre contre les Bruins de Boston affaiblit considérablement l'équipe de Montréal pour la fin de la saison et les séries éliminatoires. Gordy, bien qu'à un niveau légèrement inférieur, termine 5e meilleur pointeur de la LNH et 2e des Red Wings, derrière Earl Dutch Ray Bell. Les Red Wings battent les Maple Leafs en 4 matchs en demi-finale, puis triomphent des Canadiens en 7 matchs pour remporter une autre Coupe Stanley. Fait rare, Gordy ne remporte aucun autre honneur individuel cette année. Avant la saison suivante, les Red Wings réalisent un échange qui voit leur gardien vedette Terry Sawchuk quitter l'équipe. Détroit termine 2e du classement derrière Montréal et Gordy termine 2e meilleur pointeur de la ligue derrière Jean Béliveau. Après avoir à nouveau éliminé les Maple Leafs au premier tour des séries, ils affrontent les Canadiens pour la 3e année consécutive. Cette fois, Montréal prend sa revanche et remporte la Coupe Stanley en 5 matchs,
amorçant une série de titres consécutifs qui durera jusqu'à la fin des années 50. En 1956-1957, Gordy brille de nouveau. Lors du dernier match de la saison, le 24 mars 1957, il récolte 2 passes pour terminer meilleur pointeur de la ligue pour la 5e fois de sa carrière, devançant son coéquipier Ted Lindsay. Il est également couronné du trophée Hart en tant que meilleur joueur de la saison. Malgré cette domination, les Red Wings, premiers au classement, sont éliminés au premier tour par les Bruins de Boston, emmenés par Sawchuk, leur ancien gardien. La saison 1957-1958 marque un retour notable pour Sid Abel dans l'organisation des Red Wings, alors que Gordy continue de réécrire les livres d'histoire. Le 28 novembre 1957, il devient le meilleur passeur de l'histoire de la LNH, avec 409 mentions d'assistance, grâce à une passe lors d'un match nul contre Toronto. Cette saison voit également le retour de Sawchuk à Détroit, mais malgré ses atouts, l'équipe termine 3e du classement et est balayée en 4 matchs dès les premiers tours des séries. Gordy finit 4e pointeur alors que Dickie Moore de Montréal établit un nouveau sommet avec 84 points. Le 3 mars 1959, une soirée spéciale est organisée pour Gordy. Il reçoit une voiture en cadeau et découvre avec émotion que ses parents sont présents pour le voir jouer, une première depuis ses débuts dans la LNH. Malheureusement, cette saison est décevante pour les Red Wings, qui terminent dernier au classement. Gordy, bien qu'encore performant, termine 4e pointeur, tandis que Moore bat son précédent record avec 96 points. La saison 1959-1960 est marquée par 2 jalons historiques pour Gordy. En janvier, il devient le meilleur pointeur de tous les temps de la LNH, avec son 947e point en carrière, atteint lors de son 888e match. Puis, le 6 mai 1960, il reçoit son 5e trophée Hart, devenant le premier joueur à accomplir cet exploit. Malgré cela, les Red Wings, en difficulté, décrochent tout juste une place en série, mais sont éliminés au premier tour par les Maple Leafs en 6 rencontres. Le 27 novembre 1960, Gordy entre dans l'histoire de la LNH en devenant le premier joueur à franchir la barre des 1000 points, grâce à 2 passes décisives lors d'une victoire 2-0 contre les Maple Leafs de Toronto. À la fin de cette saison, les Red Wings réitèrent leur 4e place, mais réussissent à battre les Maple Leafs en série, avant de perdre en finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago en 6 matchs. Un an plus tard, Gordy marque un autre jalon en devenant le premier joueur à disputer 1000 matchs dans la LNH. Bien qu'il termine 3e meilleur pointeur de la saison, son équipe échoue à se qualifier pour les séries. La saison suivante, Sid Abel devient directeur général des Red Wings et Gordy regagne la première place des pointeurs de la LNH, remportant ainsi ses 6e et derniers trophées Art Ross et Hart. Malgré une belle remontée en série où Détroit bat Chicago en demi-finale, l'équipe perd face aux Maple Leafs en finale de la Coupe Stanley en 5 matchs. Le 10 novembre 1963, Gordy dépasse Maurice Richard en inscrivant son 545e but lors d'une victoire 3-0 contre les Canadiens de Montréal, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la LNH. Cette saison, les Red Wings atteignent encore la finale de la Coupe Stanley, mais s'inclinent de nouveau face au Toronto, après une série acharnée de 7 rencontres. En 1964-1965, les Red Wings terminent premiers du classement pour la première fois depuis 1957, mais sont éliminés par Chicago en 7 matchs, au premier tour des séries. La saison suivante, Gordy inscrit son 600e but en carrière, un nouvel exploit pour sa légendaire carrière. Bien que Détroit parvienne à battre Chicago en série, l'équipe s'incline encore en finale contre Montréal en 6 matchs. En octobre 1966, Gordy entame sa 21e saison dans la LNH, un record absolu. Il continue de performer malgré l'âge, terminant 5e pointeur de la ligue cette année-là. Cependant, les Red Wings manquent les séries avec une 5e place. En 1967, la LNH double le nombre de franchises, passant de 6 à 12 équipes. Gordy, même vieillissant, reste une force offensive majeure. Il maintient une production d'au moins 60 points par saison, jusqu'à sa première retraite. Lors de la saison 68-69, à 42 ans, il connaît sa meilleure performance avec 103 points, devenant le plus vieux joueur à atteindre cette marque. Aligné avec Alex Delvecchio et Frank Mahovlich dans The Production Line, il célèbre son 41e anniversaire en franchissant le cap des 100 points pour la première fois de sa carrière. Après 2 autres saisons, Gordy annonce sa retraite à la fin de la saison 1970-1971, souffrant d'arthrite au poignet gauche. Lors de son dernier tact en octobre 1970, il devient le premier joueur de la LNH à dépasser les 1000 passes décisives, ajoutant un dernier record à une carrière déjà légendaire. Il met fin
à 25 saisons passées intégralement avec les Red Wings de Détroit. Lorsque Gordie Howe prend sa retraite en 1971, il laisse derrière lui un héritage extraordinaire dans la Ligue nationale de hockey, détenant tous les records majeurs de l'époque. 786 buts, 1023 assistances, 1809 points et 1687 matchs joués. Son impressionnante régularité est tout aussi remarquable. Il a terminé parmi les 5 meilleurs pointeurs de la Ligue pendant 20 saisons consécutives. Les hommages à Howe ne tardent pas. En 1971, il est fait officier de l'Ordre du Canada, en reconnaissance de sa contribution au sport et à la culture canadienne. Le 12 mars 1972, les Red Wings de Détroit retirent son légendaire numéro 9 lors d'une cérémonie mémorable. Quelques mois plus tard, il est intronisé au temple de la renommée du hockey, confirmant son statut de légende vivante. Gordie espérait rester impliqué dans la LNH en obtenant un poste de directeur au sein des Red Wings. Cependant, des tensions entre sa femme Colleen Howe, qui gérait ses affaires, et le propriétaire de l'équipe, Bruce Norris, ont compromis cette ambition. Malgré ces différends, Gordie accepte un rôle dans les relations publiques pour les Red Wings qu'il occupe durant les 2 années suivant sa retraite. Son après-carrière semblait bien tracée, mais la passion de Gordie pour le hockey ne s'était pas éteinte, laissant présager des surprises à venir pour cette icône du sport. En 1973, Gordie sort de sa retraite pour une aventure unique, jouer aux côtés de ses 2 fils, Mark et Marty, dans l'Association mondiale de hockey, l'AMH. Les 3 s'engagent avec les Aéros de Houston pour des contrats de 4 ans. Avant de revenir sur la glace, Gordie subit une opération au poignet gauche pour traiter les symptômes d'arthrite qui avaient précipité sa retraite. Les débuts sont difficiles pour Howe, après 3 ans d'arrêt, mais il retrouve rapidement sa forme. Lors d'un match amical, il marque dès les premières secondes, annonçant son retour en force. À la mi-saison, il est le meilleur pointeur de l'AMH, et à la fin de la saison, il atteint le cap des 100 points. Sous son leadership, les Aéros remportent le trophée AFCO, récompensant les champions des séries éliminatoires de l'AMH. Ces performances suivaient le trophée Gary L. Davidson, décerné au meilleur joueur de la Ligue. En hommage, ce trophée est renommé en son honneur dès la saison suivante, devenant le trophée Gordie Howe. Mark Howe brille également en tant que nommé meilleur recrue de la saison grâce à ses 38 buts. La saison suivante, Gordie Howe continue de dominer et conduit à nouveau les Aéros à la victoire en série. Il reste une figure majeure de l'AMH jusqu'à sa fusion avec la LNH en 1979, à laquelle il participe à l'âge de 51 ans. Gordie Howe termine sa carrière avec les Whalers de Hartford lors de la saison 79-80. Il inscrit 15 buts et 41 points au cours de la saison régulière. Le 8 avril 1980, il participe à ses 20e séries éliminatoires dans la LNH, établissant un record surpassant celui de Red Kelly. Malgré tout, les Whalers sont éliminés dès le premier tour par les Canadiens de Montréal. Ce second chapitre de sa carrière démontre l'incroyable résilience et l'amour du hockey de Gordie Howe, prouvant qu'il reste à tout âge une véritable légende vivante. En 1997, Gordie marque une dernière fois l'histoire du hockey en signant un contrat symbolique avec les Vipers de Détroit dans la Ligue internationale de hockey, la LIH. Ce geste lui permet de jouer professionnellement dans une 6e décennie, un exploit sans précédent. Depuis ses débuts dans les années 40 jusqu'aux années 90, que ce soit dans la LNH, l'AMH ou la LIH, Gordie s'est imposé comme une figure intemporelle du sport. Le match se déroule le 3 octobre 1997 à Auburn Hills, dans le Michigan. Lors de cette ultime apparition, Gordie joue brièvement, restant moins d'1 minute sur la glace. Il passe ensuite la majeure partie des 2 premiers tiers sur le banc, observant ses coéquipiers et savourant cette ultime expérience en tant que joueur professionnel. Ce dernier match n'était pas tant une question de performance, mais un hommage à une carrière légendaire et à l'héritage durable de l'homme que l'on surnommait Mr. Hockey. Cette soirée symbolise l'amour indéfectible de Gordie pour le jeu et sa capacité unique à inspirer les générations successives. Gordie Howe, 6 fois récipiendaire du trophée Hart, remis au meilleur joueur de la saison, et 6 fois gagnant du trophée Hart Ross, attribué au meilleur pointeur de la Ligue, demeure l'une des légendes les plus respectées de l'histoire du hockey. Son palmarès témoigne de son excellence incontestée sur la glace, où il s'imposa comme un leader pendant des décennies. En 1972, Gordie Howe reçut un honneur suprême. Il fut intronisé au temple de la renommée du hockey, une reconnaissance bien méritée pour une carrière qui aura marqué des générations de fans et de joueurs. Cette intronisation a souligné non seulement ses records, mais aussi son influence profonde
sur l'évolution du jeu et sa longévité exceptionnelle. Le 20 mars 2007, les Red Wings de Détroit ont rendu un hommage particulier à cette légende en dévoilant une statue de Gordie Howe à l'effigie du joueur au sein de leur patinoire historique, la Joe Louis Arena. Ce geste a permis aux fans et aux joueurs de rendre hommage à celui qui avait porté les couleurs de Détroit pendant la majeure partie de sa carrière. Malheureusement, après une vie consacrée au hockey et une carrière inoubliable, Gordie Howe décède le 10 juin 2016 à l'âge de 88 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son héritage reste immortel. Gordie est non seulement une légende du hockey, mais aussi une figure emblématique de la persévérance et de l'amour du sport.